Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions numériques suisses. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir une partie de l'équipe de Seasky avec Hugo Flyac, qui est cofondateur et CEO de Seasky, et Nai Abi-Akel, qui est Data Scientist. Je vous laisserai peut-être dire quelques mots sur vous en introduction. Donc, vous allez nous présenter votre solution qui s'appelle ClearMine et qui est donc une solution hardware-software pour offrir des services d'assistants d'intelligence artificielle, mais embarqués. Et c'est pour ça qu'on a tout ce matériel avec nous aujourd'hui et vous allez nous présenter tout ça. Je rappelle juste à ceux qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions dans le chat, YouTube et également sur LinkedIn, et je me ferai un plaisir de retranscrire ces questions. L'équipe Seasky, Hugo, Mai, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre en ligne en direct. C'est une première pour nous, pour ce format, en tout cas dans le cadre de notre startup, donc c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, on a été très bien accueillis. Donc effectivement, voilà, je suis le cofondateur et le CEO de Seasky. Donc c'est une société qui a été fondée en 2023 avec mon associé Stefano Zamuner, qui est CTO actuellement, et qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Et on est une spin-off de l'EPFL, voilà, qui était le premier organe de financement de notre projet. Alors bonjour et merci de m'avoir, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Nai, peut-être un peu sur moi, j'ai fait mon master robotique à l'EPFL et puis j'ai joigné Seasky comme Data Scientist et je suis très heureuse de vous montrer notre solution ici en live aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas parlé de mon parcours personnel. Mais alors vas-y, quelques mots s'il te plaît. Donc effectivement, moi je suis un ancien de l'EPFL, j'étais postdoc pendant 5 années, je faisais de la physique à l'époque. Alors ça paraît un petit peu orthogonal avec ce qu'on présente aujourd'hui, mais en fait c'est les mêmes outils qui sont derrière en physique et en intelligence artificielle, les mêmes outils mathématiques. Donc la transition était assez naturelle pour moi. Puis je suis parti dans le monde de l'entreprise en 2018. J'ai eu la chance de rejoindre une PME qui voulait se lancer dans l'IA et puis ils m'ont confié la partie intelligence artificielle. C'était une sorte de start-up dans une PME. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on commence la démo, ou enfin en tout cas la présentation que vous avez prévue aujourd'hui. Absolument, donc merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Ici, on vous a amené aujourd'hui une de nos machines. Alors ça, c'est la solution ClearMine, c'est un assistant IA embarqué, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire IA embarqué? Ça veut dire que l'entièreté de l'intelligence est en fait sur la table avec nous. En général, quand vous allez utiliser des outils d'IA, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une interface sur votre ordinateur, une plateforme en ligne, on appelle ça une plateforme SaaS en général. Et en fait, chaque fois que vous allez interagir avec l'interface, vous allez envoyer des données vers un serveur distant. D'accord ? Donc ça peut être vos requêtes quand vous écrivez avec ChatGPT par exemple, ça peut être vos conversations vocales qui sont envoyées pour être retranscrites. D'accord ? Alors pour le grand public, c'est très bien, c'est très pratique et je recommande d'utiliser ce format qui est beaucoup plus simple à déployer. Par contre, pour les entreprises qui ont besoin de confidentialité supérieure, ça ce n'est pas acceptable. En tout cas, ça ne l'est plus en 2025 d'envoyer des conversations sensibles vers des clouds ou des parties tiers. Donc on a proposé cette solution tout en un, où le traitement se fait sous nos yeux, dans la pièce avec nous, et le flux de la donnée, essentiellement sous nos yeux. Et on vous montrera un petit peu plus en détail. Je note qu'on est en train d'enregistrer avec notre solution actuellement nos échanges, oui. Et on pourra ensuite partager peut-être le résultat. Oui, on vous fait en fait une démo dans la démo. Donc ce sera du live, on enregistre tous les échanges et ensuite on aura un résumé, un PV de séance, on peut appeler ça comme ça? Oui, on aura toute la transcription, alors tout ce qu'on a dit durant le live, et puis on aura aussi un ordre du jour où on aura tous les points dont on a parlé, résumés avec peut-être des décisions si on veut jamais. Pour ce live, on ne va pas avoir des décisions, mais on aura le résumé pour... peut-être. Mais on aura tous les points dont on a parlé. Ok, ça marche. Est-ce que c'est important de préciser à ce moment-là que l'ordre du jour doit être
pré-préparé, je ne sais pas comment on peut exprimer ça, avant l'enregistrement pour ne pas justement avoir ces grands résumés d'échanges qui souvent sont sous-exploités ou pas exploités du tout parce qu'il y a trop d'informations? Et alors, comme Hugo avait dit, dans les grandes entreprises, on a toujours un ordre du jour qui est bien présent et dont les entreprises vont bien suivre durant leur réunion. Mais on est flexible dans... on peut peut-être mettre l'ordre du jour même après le meeting. Alors, ce n'est pas une pré-préparation, mais on doit bien le suivre. Alors, quand on finit le meeting, on peut juste mettre tous les points dont on a parlé et on va avoir tout le résumé dans le meeting. C'est ce qui est plus important. Je peux peut-être répéter ce qu'on s'était dit en off tout à l'heure, qui est que pour le grand public, obtenir un résumé générique de tout ce qui a été dit dans un échange, ça peut être intéressant, avec 10 points clés de ce qui a été dit. Pour le monde de l'entreprise, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que dans le PV final, le but ici c'est d'automatiser au maximum, donc on veut avoir un document qui est exploitable en sortie de la machine, et donc on doit essentiellement produire un résumé par point de l'ordre du jour avec une liste de décisions clés. Si on n'est pas capable de faire ça, la solution est sympathique mais pas utilisable en production. Voilà. Ça, c'est ce que les phases pilotes avec nos clients nous ont permis d'affiner. Ok. Donc à la fin peut-être juste de cette tech démo, on aura donc un résumé automatique selon l'ordre du jour qu'on a préparé ensemble, qui est la présentation de la société Seasky, la présentation de la solution ClearMine qu'on va voir juste après, avec une présentation générale de ClearMine et des cas d'usage. Et ensuite on aura un résumé des questions produits, donc des questions que vous posez en ligne mélangées avec mes questions, des questions générales, pourquoi Seasky est un produit unique, qu'est-ce qui la différencie des concurrents, et puis on terminera sur des questions technologiques. Voilà. C'est assez intéressant ce que vous avez fait ici. Vous avez listé les points de l'ordre du jour les uns à la suite de l'autre. Et là, c'est un peu un stress test pour la solution. Oui, ça sera un peu un stress test. Parce que c'est conçu pour qu'il y ait une introduction de chaque point d'ordre du jour. Et qu'ensuite, c'est utilisé pour la sémantique par la machine, qui va analyser ce que vous avez dit, et ensuite ça va associer le bon paragraphe. Et il y a toute une technologie derrière. Alors je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça nous fait pas peur. Ok. Peut-être on peut partager mon écran. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'antenne. C'est voilà. Tout bon. C'est tout bon. Alors ici, on vous montre une interface qui est la V1 de notre solution, qui est à mi-chemin entre une interface de démo et une interface de production qu'on va donner à nos clients. En production, à nos clients, on va également personnaliser au maximum l'interface pour qu'elle soit le plus intuitive en fonction des spécifications du client. Le but étant toujours de démarrer en un clic et de générer le rapport en un clic. Donc il y aura toujours une phase de onboarding quand on va livrer une machine avec nos clients. On va passer 1 heure à 2 heures avec eux pour préparer les templates de réunion avec les participants visuels. On va prendre les empreintes vocales des gens s'ils le souhaitent, sinon ils vont devoir se présenter à chaque réunion. C'est pas un problème. Et voilà, donc c'est une interface qui est basique actuellement et on va lancer la V2 de l'interface qui a été créée avec notre UI UX designer qui nous a rejoint en décembre et on fera un lancement officiel de la V2. On est une équipe d'ingénieurs, on s'est beaucoup focalisé sur le moteur, s'assurer que la solution fonctionne, et maintenant on travaille sur la carrosserie. Voilà. C'est magnifique. Voilà, donc la page principale, ici, alors évidemment vous avez un login utilisateur, vous avez toute une session de sécurité pour gérer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Et vous allez arriver essentiellement sur cette page avec vos meetings. Alors là, on a un seul meeting qui est la démonstration qu'on a prévue. Je rappelle que Nai est en train d'enregistrer dans une autre version du logiciel en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans un meeting? C'est très simple. On va avoir évidemment le titre de la réunion en cours, la date, le type de meeting, on peut mettre un label si on le souhaite. Et puis, les participants qui sont attendus pour le meeting. D'accord ? Alors ici, on a mis Stéphano, mais Stéphano va aller dans la liste des absents. C'est important toujours de mentionner dans un PV qui était attendu, mais qui ne sera finalement pas présent. Et puis on a un mode hybride ou présentiel. D'accord ? Ok. Alors actuellement, on préfère le mode hybride.
Ici, on est dans une configuration un petit peu atypique, où on est tous alignés. Mais quand on met en présentiel, on va favoriser l'utilisation de la direction du son pour détecter qui parle dans la pièce. Ici, on va prioriser sur les empreintes vocales, en se mettant en hybride. Voilà, c'est très simple. Pour démarrer une nouvelle session, on va cliquer ici sur Start Recording. Donc à partir de maintenant, cette machine est en train d'enregistrer tout ce que je dis. Je vais arrêter, puisque Nai est déjà en train de faire le travail. On peut évidemment réécouter ce qui a été dit à l'instant. Et puis, si jamais vous n'avez pas eu le temps de mettre en place la machine et que vous avez préféré utiliser un enregistreur manuel, par exemple, vous allez toujours avoir la possibilité d'uploader l'audio correspondant. D'accord. En particulier, vous pouvez ici même uploader des sessions Teams ou des sessions Zoom, si vous le souhaitez. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi compatible avec ces plateformes. Et puis ça, c'est une partie très importante. Dans quel format est-ce que vous vous attendez la sortie du PV? Et donc là, vous allez devoir uploader vos documents de référence d'entreprise avec vos en-têtes, vos différents points d'agenda, et puis les différents éléments qui sont attendus, qui peuvent être des dates, qui peuvent être des listes de participants, des listes d'absents. Donc ça, c'est entièrement customisable par nos clients. Et nous, on va écrire des balises dans les documents pour dire à l'IA, tu vas écrire telle chose à tel endroit. Voilà. Et ensuite, en cliquant sur Generate Report, vous allez avoir le PV qui est attendu. D'accord, c'est aussi simple que ça. Et puis tout à l'heure, on verra avec Nai le résultat de ce qu'on est en train de discuter ensemble. Dans les Advanced Settings, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Donc les points de l'agenda, c'est ici où vous allez les mentionner. Donc, vous allez taper point 1 avec sa description, point 2 et ainsi de suite. D'accord. Et c'est là que l'IA va comprendre ce qu'elle doit résumer pour vous. Vous pouvez lui demander de sortir des résumés, des décisions. Donc il y a tout un code qui est expliqué dans les FAQ. Et puis vous allez pouvoir ensuite donner du contexte supplémentaire. Alors le contexte, c'est le contexte pour le meeting en particulier. Alors aujourd'hui, on sait qu'on va discuter de tous les aspects financiers et donner des informations très spécifiques. On peut aussi uploader des documents de référence pour donner plus de contexte, à la manière d'un copilote de Microsoft. Voilà. Et ensuite, on peut sauvegarder comme template. C'est-à-dire que la prochaine semaine, si on a à peu près la même configuration pour la réunion, on va être capable de piocher directement dans le template et de démarrer en un clic directement. Voilà. Il y a la gestion des personnes. Donc les participants usuels, vous voyez, on sait quand est-ce qu'il y a une empreinte vocale qui est disponible. Alors l'empreinte vocale, c'est essentiel pour comprendre qui a dit quoi. Donc c'est Delphine qui a parlé, c'est Nai qui a parlé, c'est Hugo qui a parlé. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous avez tous utilisé des outils de transcription. On va avoir speaker 1, speaker 2 dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on va avoir un gros bloc monolithique qui est complètement inutilisable, même pour une IA qui ne sera pas capable d'extraire. Alors ça marche pour deux personnes. Les modèles de langage modernes sont capables de comprendre à peu près la conversation quand il y a deux personnes qui sont mélangées. Ça marche très bien. Par contre, 3, 4, 5, et dans notre cas jusqu'à 25 personnes, vous doutez que ce bloc monolithique est totalement inexploitable. Donc on est vraiment obligé d'aller labelliser les intervenants. Voilà, et puis après on a tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu avancées que je ne vais pas présenter tout de suite en tout cas. Mais la gestion des participants, c'est vraiment essentiel. Capturer une empreinte vocale de qualité. Vous voyez, on a un petit rond vert qui dit que cette personne a une empreinte vocale de qualité. On peut faire l'exercice d'enregistrer votre empreinte vocale, Delphine. Allez, je tousse un peu pour me préparer. Pour que ça marche de manière optimale, il faut que l'empreinte vocale soit révélateur de votre voix. Même malade. Voilà, donc si vous êtes malade, il faut l'enregistrer en étant malade. Ça marche. Donc je dois parler pendant 15 secondes. Oui, alors soit vous improvisez, soit vous vous inspirez du petit texte qui va apparaître. Voilà. Ok, super. Alors, je vais improviser. Donc, je m'appelle Delphine Sétier. Je suis secrétaire générale de la plateforme Alpacity, qui est une plateforme de promotion des technologies de l'information et du numérique sur la Suisse occidentale. Donc, on fait plein d'activités avec les entreprises, comme vous recevoir aujourd'hui. Et on est vraiment ravis d'ailleurs de recevoir un produit, une solution et toute une équipe et un fondateur qui a su utiliser et proposer des solutions d'intelligence artificielle au service des entreprises. Voilà, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors quand on appuie sur Stop, qu'est-ce qui se passe? Votre voix elle va être encodée dans un langage que l'IA va comprendre. On appelle ça un embedding. Transformer votre signal audio en une série de chiffres.
qui vont encoder les caractéristiques de votre voix. Ok. Voilà. Alors, on a toute une checklist pour vous dire si c'est une bonne empreinte vocale ou pas, c'est très important. Et là, je pense que c'était le voilà que Hugo a dit juste, voilà. juste en commençant. Mais donc là, j'ai pollué un peu votre empreinte vocale, mais c'est pas dramatique, donc on va la garder Oui. comme ça. Voilà. Ok. Et donc, on a le petit orange ici qui vous dit c'est quand attention. même de bonne qualité. Exactement. Ok. Donc, elle pourrait prendre le temps une autre fois d'en faire une deuxième. Ah, c'est vraiment c'est précis, enfin comment dire, c'est subtil. Ou, Car on avait des exemples dans les entreprises où il y avait vraiment d'autres personnes qui parlaient, alors l'identification ne va pas marcher car vous allez avoir deux personnes qui sont identifiées de la même façon. Mhm. Alors on va avoir un mélange dans les speakers et on voulait bien donner des métriques de qualité qu'ils peuvent suivre pour avoir une bonne identification. Ok. Pour ce qui est des autres fonctionnalités, je vais insister quand même sur un point qui est essentiel pour nos clients, et je pense qui est essentiel pour tous les gens qui utilisent des outils de retranscription modernes, c'est la base de connaissances. Mhm. Faut savoir que aucune algorithme de transcription n'est parfaite, et en particulier sur les acronymes et les noms propres. La machine ne peut pas deviner l'orthographe de votre nom de famille. Mon nom de famille qui est, ouais. C'est impossible, il y a des homonymes qui sont possibles. Pour un même nom de famille, on peut avoir 10 orthographes différentes. Donc il faut lui dire comment orthographier par rapport à ce qu'elle va comprendre de manière phonétique. Donc là, lui forcer la main sur certains acronymes. Ok. Et donc nos clients, alors ici on travaille beaucoup dans le domaine bancaire, peut-être on reviendra sur les cas d'usage, ont la possibilité de rentrer leur dictionnaire avec des acronymes, une définition, et qu'on puisse ensuite les corriger en post-processing. Et ça marche aussi de la même manière pour les noms propres. Vous voyez ici, vous avez les exemples de ESG, alors qu'on connaît tous, les différents acronymes FCP, FCI, ainsi de suite. D'accord ? Donc ça va agir comme surcouche dans la transcription pour aller corriger ces acronymes. Donc plus on utilise la solution, plus elle s'affine en fonction de son activité professionnelle. Tout à fait. Alors ici, c'est des connaissances préalables qu'on injecte dans le logiciel. Et ensuite, l'algorithme de reconnaissance audio et de transcription vont s'accorder sur ce vocabulaire d'entreprise, essentiellement. Okay. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des fonctionnalités de base. Il y a aussi une fonctionnalité qui est importante, qui est la centralisation des meetings. C'est-à-dire qu'on a une base de connaissances aussi de réunions, et on est capable de les interroger directement. Si je vais ici, je retourne dans My Meeting. Vous avez un champ d'instruction ici. Vous avez tous vos meetings, vous pouvez faire des filtrages par mots-clés. Si vous vous souvenez, par exemple, projection financière. Tous les meetings qui contiendront projection financière vont être filtrés. Vous pouvez filtrer par date, par type de meeting, et ensuite choisir un ensemble de meetings et poser une question qui va interroger, par exemple, tous les meetings qui seraient des conseils d'administration, par exemple. Donc vous voulez extraire de la connaissance sur un ensemble de meetings et pas seulement le dernier que vous avez effectué. Donc ça, les gens, je pense, en tout cas les gens qui travaillent dans l'IA sont familiers avec ça. Il y a un RAG derrière, Retrieval Augmented Generation. Ça veut dire qu'on va générer du contenu sur la base de requêtes sur un ensemble de documents essentiellement. Ok. Voilà. Peut-être une question que j'aurais, mais on va passer, je crois, au cas d'usage. Mais qui utilise principalement cette plateforme au sein de l'entreprise ? Alors, en général, en l'état actuel, ce sont les secrétaires de direction, ou en tout cas les personnes qui sont responsables de prendre les PV. Okay. D'accord ? Donc on vient les assister avec cette solution qui va leur sortir un PV, et ensuite ils vont aller le retravailler éventuellement. Ils ont la possibilité d'utiliser le chat pour le faire, comme on le fait à la manière d'un chat GPT, mais le but c'est vraiment de sortir un document qui est au plus proche de ce qui était fait manuellement par l'être humain. On n'essaie pas forcément de faire mieux, on essaie de se rapprocher au mieux dans le style, le fond et la forme. Okay. Et là, croyez-moi, c'est pas facile. C'est personnalisé à chaque client finalement. Exactement. Ce qui est une manière de faire, d'écrire, de compréhension, etc. Okay. On donne quelques exemples à l'IA pour s'inspirer du style de la personne dans les prompts, pour qu'elle puisse reproduire de manière efficace. Mais c'est souvent pas suffisant, donc il y a besoin d'affiner encore un petit peu plus en cours de route. C'est pour ça qu'on fait toujours une phase de POC avec nos clients, qu'on utilise pour mettre en place ce genre de procédure. Et peut-être quelques questions sur le hardware, parce que c'est un point ultra important dans la solution Sysky. Comment s'est passé un petit peu l'histoire ? Comment on en arrive en fait à un matériel prêt à être développé dans les entreprises
comment on est dans le business du hardware en Suisse? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on a commencé sur téléphone. Ouais. Dans l'historique de l'entreprise, donc on a le premier prototype que j'avais fait moi-même. C'est un assistant où vous étiez au téléphone et ça capturait des intentions sur ce que vous disiez à vos clients, par exemple. Okay. À chaque fois que vous mentionniez un meeting, c'était capturé et était mis dans votre calendrier automatiquement. D'ailleurs, c'est une application qui pourrait être relancée sur le marché actuellement. On y pense, on y pense. Les téléphones en 2022, quand on a fait le premier prototype, n'étaient pas assez puissants pour faire des solutions qui étaient viables pour le business. Donc c'était des démos. Ça nous a donné beaucoup de crédibilité dans ce domaine technologique qui est l'IA embarquée. Ouais. Donc c'était, à mon avis, une très bonne chose. Puis ça nous a rendu un petit peu spécialistes du hardware dédié pour l'IA. Et puis quand Stefano a rejoint donc, comme CTO et cofondateur, on s'est dit, le téléphone c'est bien, mais on est limité technologiquement. On a vu seulement Apple Intelligence apparaître 2 ans plus tard. Ouais, complètement. Donc si Apple l'a fait que 2 ans plus tard, c'est que voilà. Donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne fournirait pas donc, du matériel embarqué directement à nos clients, mais du matériel qui est un petit peu plus puissant pour qu'on puisse être un petit peu plus libre de nos mouvements dans la transcription et la génération de résumés. Au début on est parti sur les laptops, et puis on s'est dit mais les laptops c'est bien, mais chacun a du matériel différent. Donc on va rentrer dans cette logique un petit peu du monde des jeux vidéo où il va falloir s'adapter à toutes les configurations possibles. Donc on s'est dit en fait le meilleur moyen de faire c'est d'amener le hardware dédié, toujours avec les mêmes spécifications, on sait que ça va fonctionner, on sait que c'est suffisamment rapide. Et voilà comment cette solution a émergé. La captation au niveau des micros, je sais que ça, on dirait pas, mais c'est un boîtier un peu plus complexe. Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir ces boîtiers? Déjà, comment ils fonctionnent? Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir ces boîtiers pour capter le son dans votre solution? Peut-être, Nai, tu voudrais répondre à cette question? Oui, si j'ai bien compris, ce sont les microphones que vous demandez à propos. Alors oui, on a besoin d'avoir les microphones juste pour capter ce qu'on dit dans toutes les réunions. En tout cas, vous pouvez avoir la machine qui est le plus grand hardware, pas sur la table, vous pouvez la mettre au-dessus ou quelque part. Et puis, les microphones vont être répartis sur la table et ça dépend des personnes présentes. Alors, si on a 25 personnes dans une très grande salle, alors on va avoir à peu près 4 micros qui sont répartis. Et comme ça, on capte le son et puis on peut avoir notre PV à la fin. Je reviens sur les 25 personnes. J'ai l'impression que c'est une solution qui permet vraiment de faire un PV d'une réunion de 25 personnes. Je trouve ça impressionnant. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'assez unique que vous proposez ou en fait, c'est plutôt courant dans les solutions équivalentes? Ça, je ne dirais pas que c'est quelque chose de courant ou juste facile à faire. D'un premier cas, vous avez les différents sons qui viennent de 4 différents micros et bien, on veut que tous les sons soient bien synchronisés. Alors, c'est déjà une première étape qui est plus difficile à faire. Et puis, bien sûr, quand il y a 25 personnes, ce n'est pas juste une personne qui parle à chaque fois. Oui. Alors, on a beaucoup de mélange juste dans le son même. Oui. Et c'est une deuxième étape qui est difficile pour nous, de bien séparer les intervenants, de bien capter les informations principales, car il peut y avoir que 2 personnes juste parlent d'une autre chose, dans le même temps où d'autres personnes discutent des points qui sont assez importants. Alors, disons que ce n'est pas plus difficile juste en technologie, mais aussi dans les conditions que ça passe. Moi, je rajouterais que il n'y a aucune solution qui est fiable actuellement sur le marché pour les meetings en présentiel. Okay. Et certainement pas pour les meetings de cette taille. C'est aussi une des raisons purement fonctionnelles, si on met les aspects sécurité et cybersécurité de côté, pour lesquels les clients viennent vers nous. Ils n'ont pas trouvé de solution qui permettait de traiter ces réunions de manière fiable. Il y aura des solutions qui vont apparaître sur le marché. On va, je l'espère, inspirer les autres. C'est toujours bon signe quand on inspire le marché. Mais voilà, on résout un vrai problème technique ici, au-delà de la confidentialité des données sur lequel on va revenir ensuite, j'ai aucun doute. Et c'est extrêmement difficile. On ne se rendait pas compte à quel point c'est difficile. Et Nai a été instrumental à mettre en place cette solution multi-microphone
Elle a fait des tests pendant des heures et des heures dans une salle de réunion. On ne peut pas se permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, d'embaucher des gens pour simuler des réunions. Donc on a dû être inventif, mettre des haut-parleurs pour simuler des personnes qui parlent. Au niveau technique, l'entièreté de cette solution présente des challenges qui sont considérables. Il y a des parties qui ne sont pas résolues, pas seulement par nous, mais par la communauté qui travaille autour du speech processing, comme on appelle ça. Donc c'est super excitant, on est des scientifiques, on est beaucoup de scientifiques dans l'équipe, donc c'est très stimulant intellectuellement, au-delà d'être un produit qui est utile. Peut-être quelques mots sur la solution d'IA embarquée. En quoi, je sais que vous croyez énormément en ce projet aujourd'hui et notamment encore plus dans les années à venir. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce que cette IA embarquée garantit par rapport à un modèle plutôt SaaS? Oui, alors le SaaS est en pleine transformation actuellement. Il y a encore, je dirais, 12 mois, les investisseurs étaient très intéressés à investir dans ces plateformes SaaS parce qu'elles scalent très très bien. On peut faire beaucoup de revenus en très peu de temps. L'idéal pour un investisseur, c'est d'investir dans 15-20 startups SaaS. Il y en a une qui va percer probablement. Mais aujourd'hui, on est un petit peu plus inquiet parce que la barrière à l'entrée pour ces logiciels est très 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 basse. J'ai fait un post sur LinkedIn récemment où j'ai montré comment faire un outil de transcription. Je suis allé voir Claude, je lui ai donné les bons mots-clés. Évidemment, il faut connaître les mots-clés. Il m'a sorti un code, je l'ai exécuté, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on connaît un petit peu, on peut le faire en 1 minute. Quand on connaît pas, on va peut-être y passer 24 heures. Quand on n'y connaît rien du tout, peut-être on va y passer 1 mois, mais on va y arriver. Donc la barrière à l'entrée, elle est extrêmement basse. Le déploiement dans le cloud, c'est pas toujours évident, mais on peut apprendre aussi. Sécuriser un logiciel cloud, c'est pas forcément évident non plus. Mais la barrière à l'entrée est très basse. Voilà. L'IA embarquée, c'est un petit peu plus difficile parce que on a du hardware, on doit optimiser les modèles, on doit les faire tourner suffisamment rapidement avec une sortie qui est de qualité suffisante. Donc là déjà, ça crée une barrière technologique à l'entrée. Et ensuite, il y a tous les aspects sécurité qu'on n'avait pas nous forcément anticipés au départ. Quand vous livrez une machine comme ceci à un client, qui est une banque par exemple, il va s'assurer que le hardware est sécurisé. Il ne veut pas que si quelqu'un le prend avec lui sous le manteau, le ramène à la maison, il puisse sortir les données ou sortir le logiciel. Donc on a dû s'assurer de tout encrypter, de sécuriser le lancement de la machine pour que si vous ouvrez, vous sortez le disque dur, vous puissiez rien en faire. Absolument rien en faire. Et ça a été testé par un organisme indépendant. Voilà, on a un rapport et une certification qui garantit que c'est sécurisé au niveau hardware. Et maintenant, on travaille sur la partie software, où il y a toujours des failles à corriger. Absolument. Pour la mise à jour des modèles, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des LLM qui pop presque tous les mois ou voire toutes les semaines avec des nouvelles mises à jour. Comment ça se passe pour l'IA embarquée? Oui, je vais faire une intro et puis je vais laisser la parole à Naï, qui travaille avec l'équipe au quotidien là-dessus. Les LLM évoluent énormément, on a beaucoup d'effets d'annonce, il y a toujours des métriques. Alors le but des grands acteurs qui fournissent ces LLM, je pense à OpenAI, à Anthropic pour Claude, on a Meta évidemment, partie open source, Mistral et d'autres, DeepSeek évidemment. Il y a des benchmarks standards et le but c'est de toujours dire on fait mieux les uns que les autres. Mais en fait en réalité nous on se focalise sur le français, beaucoup sur le français. Pour l'instant l'entièreté de nos clients travaillent en français, sauf erreur. Et c'est pas si simple parce que pour le français c'est pas testé. Voilà. Et donc nous on a une sélection de modèles bien spécifiques qui marchent bien en français et en particulier celui qui est ici. Et on a mis en place beaucoup de tests pour ces modèles IA. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je voulais commencer de la même façon, des benchmarks et des data qu'on a. Alors, toujours, on a de nouveaux LLM, des nouveaux métriques, mais ce sont toujours des data qui sont très spécifiques. Alors, quand on prend ces LLM et on essaye sur notre data, sur notre cas d'usage, disons, ce n'est pas toujours meilleur. Et c'est ce qu'on regarde plus avant de changer de modèle. Alors, on a toute une solution. Ce n'est pas juste un modèle, ce n'est pas plug and play, comme on dit. Alors, ce n'est pas juste changer le modèle, c'est être sûr que dans tout le pipeline, on va avoir la même qualité ou meilleure. Alors, je peux dire qu'on n'a pas changé beaucoup, même s'il y a beaucoup de LLM, juste pour cette raison.
Mais bien sûr, on essaie de toujours rester up-to-date et de tester tous les LLM. Et si jamais il y a quelque chose qui donne une meilleure qualité, bien sûr, on peut changer et adapter. Et comment vous poussez cette mise à jour? Oui. Alors, les mises à jour peuvent être poussées en remote updates, alors à distance. On aura comme une façon, oui, si on peut voir l'écran, on aura une update qui peut être faite juste sur l'interface. Alors, on va leur envoyer un update package ou un nouveau release et ils ont juste à faire le drag and drop ici sur l'écran et bien la machine va faire l'update automatiquement. Et puis, ça va redémarrer. Et ça sera tout. Bien sûr, on a toujours des cas de backup, en tout cas, mais c'est la façon générale de le faire. Oui, voilà. Donc, juste pour illustrer ce qu'elle disait, effectivement, c'est prévu dans l'interface. Ça, c'est extrêmement important comme aspect. Vous allez avoir un package que vous allez recevoir, que personne ne peut lire. Vous allez uploader ici, la machine va se mettre à jour. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et ça, c'est un système de mise à jour indirecte qui fait qu'on a... On ne l'a pas vraiment dit depuis le début. En tant que fournisseur de cette machine, on n'a absolument aucun accès à distance. D'accord? Donc, c'est notre proposition de valeur. On vous laisse complètement maître de vos données, on vous donne l'équipement et vous êtes maître de votre interface. Et ça va jusqu'aux mises à jour où on ne va pas agir directement sur la machine. On demande à un responsable IT de mettre à jour la machine de lui-même. Ok, donc il y a quand même l'intervention d'un professionnel pour entretenir en fait la machine, mais ça va dans la volonté de l'entreprise qui souhaite une confidentialité extrême. Alors peut-être quelques mots sur cette confidentialité. Peut-être on peut stopper là. Okay. Et commencer à générer, comme ça on aura peut-être... Ouais, ça marche. Voilà, cette confidentialité, donc qu'est-ce qui est important pour les entreprises, comment vous la garantissez et qu'est-ce que ça implique aussi par rapport à un modèle SaaS où bah voilà, il y a ces mises à jour qui sont peut-être un peu plus automatiques, sans intervention de professionnels. Oui, c'est une très bonne question. Le SaaS a évolué, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a encore quelques années, déployer du SaaS en entreprise, c'était instantané, on ne se posait pas trop de questions. Maintenant, on a la régulation qui s'est mise en place. Et on s'aperçoit que même pour déployer un logiciel SaaS en entreprise, c'est plus si simple. Il y a des garde-fous à passer, est-ce que c'est sécurisé, et ainsi de suite. Donc la vie n'est pas si simple pour les startups SaaS de nos jours, pour le B2B. Ouais. B2C, c'est encore un petit peu le Far West, hein, donc ça peut être assez intéressant, mais il y a trop de compétition. Bon, donc le besoin de confidentialité pour les entreprises, il vient des menaces de cybersécurité, essentiellement, qui est le gros sujet actuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les réunions de haut niveau. C'est vraiment notre niche. Donc, je pense au comité de direction, au comité exécutif et les conseils d'administration. Et encore une fois, là, il n'y a pas de technologie qui est suffisamment sécurisée pour que, dans ces configurations, on utilise l'IA pour l'automatisation. C'est peut-être le cas aux États-Unis où il y a moins de contrôle. Mais en tout cas, en Europe, en Suisse, en France, les clients, les grandes entreprises à qui on parle, actuellement utilisent encore le système à l'ancienne, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des notes pendant la réunion et qui doit rester concentré pendant 4 heures. Et alors là, bonne chance. Ça génère des centaines et des centaines de pages de transcription. Et ne rien oublier, évidemment. Donc, ici, si vous voulez, on est dans une situation où il y a des risques de cybersécurité, on a des prestataires de services qui vous disent « Vous inquiétez pas, vos données sont sécurisées avec nous. Donc, vous pouvez décider de faire confiance ou pas. Quand Microsoft vous dit « Je sécurise vos données », en général, vous faites confiance. Mais on a vu des fuites de données récentes. Il y a eu des choses qui sont un petit peu passées sous le tapis que nous, on observe puisqu'on est très intéressé à la question, évidemment. En général, vous faites voler vos identifiants et les gens ont accès à tout votre environnement. Donc, ici, si vous voulez, au-delà de la sécurité des données, on vient donner des outils qui assurent la data privacy. Donc le respect de la vie privée. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on n'a absolument pas accès aux données de la machine. Vous ne partagez plus vos données avec des parties tiers. Donc on prend la responsabilité des données. Vous êtes responsable de vos données et au sens de la loi suisse sur la protection des données, nous ne sommes même pas un sous-traitant des données. Donc ça, c'est aussi stratégiquement intéressant pour nous puisque
sauf si le client partage avec nous des données sensibles, des exemples de procès-verbaux par exemple, on n'est pas sous-traitant des données. Mhm. Quelques mots aussi sur la capacité de la machine. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer que l'IA tourne, enfin à imaginer, ou en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que l'IA tourne sur des énormes machines, data center, GPU et autres. Et puis là, finalement, on a de l'IA embarquée dans un boîtier qui est plutôt petit, je dirais. Quelle est sa capacité? Comment ça évolue aussi? Si vous avez 2 mots à donner là-dessus. Alors oui, bien sûr, il y a une limite quand on va vers l'IA embarqué et dans cette machine spécifique, mais on a vu plus en plus dans les dernières semaines que ce n'est pas toujours les billions des paramètres qui vont avoir une meilleure qualité. Alors il y a toujours d'amélioration dans ce cas, et même avec les modèles qui sont plus petits, on peut avoir, si on les utilise bien, entre guillemets, on peut avoir une meilleure qualité. Et c'est ce qu'on travaille avec. C'est bien sûr un challenge, mais c'est un challenge très intéressant et c'est ce qu'on est bien heureux de pouvoir tester et d'avoir la meilleure qualité avec. Est-ce qu'on supprime au fur et à mesure ou est-ce qu'en fait il y a vraiment de l'espace pour, c'est tout optimisé pour, je ne sais pas, avoir tous les mois 25 réunions de personnes Alors pour le moment, non, on ne supprime rien. Okay. Il y a vraiment de l'espace sur la machine pour les meetings. À un moment précis, peut-être dans 1 an ou plus, ça dépend de combien les réunions sont fréquentes. Peut-être on peut faire un delete des meetings qui sont plus anciens et puis juste laisser les meetings plus récents. Mais pour le moment, ça ne pose pas de problème, disons. Okay. Oui, en fait, ce qui occupe le plus de mémoire, essentiellement, c'est les enregistrements audio. Qui doivent être multicanal dans notre cas. C'est des microphone array. Vous avez 4 canaux par micro, et puis vous avez jusqu'à 4 micros. 4 x 4, 16, plus encore un canal supplémentaire par micro. Donc à la fin, c'est 20 canaux à traiter au total. Donc ça, c'est ça qui prend de la place, mais ça peut toujours être compressé. Au final, on peut faire des centaines et des centaines de meetings avec cette machine. Mais il faut mettre en place un système de backup en production. Voilà. Donc ça, on travaille là-dessus aussi sur le module de backup actuellement. Le hardware, juste pour complémenter un petit peu ce qu'a dit Nai, est en constante évolution. Le hardware, c'est le nerf de la guerre actuellement dans l'IA, pas seulement au niveau des serveurs, mais au niveau des personal computers ou de ces mini-computers qui sont très durs à trouver sur le marché. Alors nous, on a un filon, évidemment. Oui, c'est ce que... On travaille avec HP... Tu ne vas pas nous révéler, mais... Ah si, un petit bout. On travaille avec HP sur les mini-PC qu'on équipe avec les dernières puces IA. Mais néanmoins, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ouais. Ce qu'on fait, nous, le traitement local de l'IA, il est utile pour préserver la confidentialité, mais pas que. Pour nous tous, ça coûte de l'argent d'exécuter ces modèles d'IA. Vous avez un abonnement à ChatGPT, ou alors vous utilisez l'API, peut-être si vous êtes un petit peu avancé. À chaque fois que vous posez une question, ça vous coûte de l'argent. Et on va de plus en plus aller vers des applications real-time. Donc, par exemple, analyser ce podcast en temps réel via une IA, et ça va coûter extrêmement cher. Parce qu'à chaque fois, chaque frame, chaque image de cette vidéo va devoir être envoyée à un modèle. Donc, si vous avez de l'IA embarquée, vous avez un usage illimité. Et vous n'allez pas payer à l'utilisation, vous allez avoir juste l'achat du matériel, et vos modèles vont tourner sur la machine. On avait fait une démo au CES, justement, qui illustrait ça. Du coup, si vous pouvez un petit peu plonger ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui voudraient installer cette solution au sein de l'entreprise, comment ça se passe? Alors, on a une procédure bien établie maintenant, parce qu'on a fait l'exercice de nombreuses fois. Ça commence par une démonstration sur site. Alors, vous voyez que ça, évidemment, on peut faire en ligne la démonstration, mais c'est beaucoup plus parlant quand on simule une réunion à plusieurs. Et puis, on génère le PV. Alors, ça peut être une vraie réunion, auquel cas c'est un test en conditions réelles, qu'on facture, mais à un tarif très modéré. Ça crée de la valeur immédiatement, je note. Même pendant la démo, si on fait une vraie réunion d'entreprise, vous repartez avec votre PV. Donc, oui, enfin, finalement, on paye déjà une prestation. C'est une prestation. Voilà, le test peut être une prestation. La démonstration, on fait une conversation fictive, évidemment, on se déplace gracieusement. Et ensuite, on va rentrer dans une phase de proof of concept en général, parce qu'on ne déploie pas des logiciels d'entreprise comme ça de nos jours, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on va avoir besoin de cette phase où on prend confiance autour de la solution, qui a beaucoup maturé depuis les 6 derniers mois grâce aux pilotes en cours.
Et ensuite, on décide soit de l'adopter directement, soit de partir sur une phase pilote dans une logique d'intégration un peu plus fine de la solution. Ok. C'est-à-dire interfacer avec les logiciels qui gèrent les documents, ça peut être tout type de logiciel, ça peut être des logiciels qui sont locaux, ou ça peut être du Teams ou du copilote. On peut tout à fait aller s'interfacer avec ça. L'avantage d'avoir une équipe qui est 100% sur site, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tous nos ingénieurs sont sur site avec nous, personne ne travaille en dehors de la Suisse. Ça rassure beaucoup nos clients d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Ça nous permet d'être très agile aussi sur les modules d'intégration ou disons des modules qui sont un peu custom pour nos clients. Il y a une question dont j'attire. Ouais. Type de client, tout type d'entreprise au niveau de la taille des entreprises. Vous avez déjà observé des choses Oui, c'est une solution qui est très adaptée aux grandes entreprises, où il y a un volume de réunions confidentielles qui est supérieur. Ok. Donc le format, disons, roi pour nous, c'est vraiment la grande entreprise. Les institutions financières sont très friands de ce type de solutions, puisqu'ils en ont déjà, essentiellement chez eux en général, des solutions hardware très sécurisées pour, par exemple, stocker leurs clés d'encryption. Donc, ils ont déjà la culture de ce type de technologie. Donc, la cible vraiment parfaite pour nous actuellement, et on a plusieurs exemples en France et en Suisse, c'est institutions financières de grande taille ou un grand groupe qui souhaitent adopter ces technologies. Et ensuite, au-delà du hardware dédié, on peut aussi le déployer sur leur serveur s'ils ont du matériel adéquat. Ok. Je pose la question qui a été mise dans le chat. Bonjour et content de vous voir en plus de votre présence au CES. Bon, vous avez marqué les esprits. Au vu des devices tels que Plaud, ou Plaud, ouais, ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais, c'est pas Claude, ok. Verrons-nous des outils similaires en local, plus petits et plus faciles à mettre en place? Alors, j'aime beaucoup cette question. Okay. Merci à Thierry parce que je m'exprime beaucoup sur Plaud en ce moment. Peut-être Plaud, juste pour contextualiser. Alors, Plaud, ça avait été annoncé au CES en 2023, sauf erreur. Ok. Alors, c'est un petit dispositif hardware que vous mettez à l'arrière de votre téléphone. Ok. Et qui vous sera vendu comme un AI device. D'accord ? Donc, vous mettez de l'IA dans votre téléphone. En fait, c'est une arnaque. Ok. Alors, je suis désolé pour Plaud, mais c'est important de le souligner. Je suis désolé pour Plaud, mais en tout cas, c'est une arnaque marketing parce qu'il y a vraiment de l'IA qui a lieu. C'est-à-dire que ça fait croire à l'utilisateur que vous ajoutez un device qui va faire de l'IA sur votre téléphone. En fait, ce device, c'est juste un micro Bluetooth. Alors, c'est un micro qui est de bonne qualité et que vous allez greffer derrière et que vous pouvez désolidariser, mettre sur la table. Donc, ce que ça va faire, ça va capturer le son de manière optimale et ensuite, ça va envoyer le son à ChatGPT. Donc ça va retranscrire via ChatGPT et ça va vous faire le résumé via ChatGPT. Et ça, vous pouvez le vérifier sur leur site internet. Je suis sûr qu'ils vont passer à un autre format dans les mois à venir, mais c'est ce qui est vendu actuellement. Donc ça marche très très bien, j'ai eu des très bons retours, notamment d'avocats qui l'utilisent. Mais attention à la confidentialité des données, ayez conscience que vous envoyez ça sur des serveurs distants et que ce n'est pas le device sur le téléphone qui fait le traitement. Parce que c'est comme ça, c'est implicitement vendu. Ok. Voilà. La vérité, c'est que vous voulez avoir une transcription de qualité embarquée, vous êtes obligé d'avoir quelque chose au moins de cette taille. Ouais, ok. On a tout testé. On a testé tous les devices du marché, donc croyez-moi, si vous avez quelque chose de plus petit, comme un Jetson de Nvidia, vous n'arriverez pas à avoir la qualité de retranscription et de résumé qu'on a actuellement. Mais c'est important de déconstruire des fois un marketing trompeur, on pourrait dire. C'est trompeur, ça fait le boulot, ça marche très bien, mais attention à pas partager d'informations confidentielles. Okay. Je ne recommande pas à un médecin, par exemple, d'utiliser Plaud. Bah justement, pardon, tu voulais... si jamais on a déjà le rapport depuis 2-3 minutes, alors magnifique. On peut juste mettre l'écran et puis peut-être aborder. On est sur ton écran. Ok, alors on peut voir juste le rapport qu'on a eu. On a bien sûr le logo qui est personnalisé. Et puis, on peut avoir quelques statistiques qui sont générales, comme la durée, la date quand on a bien commencé notre réunion. Et puis, on a les personnes qui sont présentes. Alors, vous voyez juste le speaker 1 et pour 1 seconde, juste pour dire que peut-être parfois, ça sera plus probablement un oui ou un OK qui n'est pas bien identifié. Mais tous les restes, on voit Hugo qui a parlé et expliqué le plus, et puis moi-même et vous, Delphine. Puis on voit les points du agenda,
qu'on a déjà préparé avant notre réunion. Et peut-être je peux juste commencer avec le premier point. On peut voir la présentation de la société avec Hugo, moi-même et vous. Et puis, on peut voir toutes les informations. Peut-être pour un point qui est intéressant, la différenciation, on peut aller vers ici aussi. Quand Hugo a expliqué la différence entre les modèles SAS et tout ça. Et puis, bien sûr, on a la transcription qui est par personne. On a chacun qu'est-ce qu'il a dit avec le temps. Si jamais vous voulez revenir vers l'audio et juste vérifier ou juste entendre de nouveau ce qui était dit. Et on voit bien que c'est bien séparé entre nous trois. Je peux faire un petit commentaire. Je vois, si on remonte sur le premier tour de parole, mon premier tour de parole ici, vous voyez à la fin du paragraphe une spin-on de l'UPFL. Voilà, donc c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. L'EPFL ne fait pas partie du vocabulaire spécifique qu'on a rentré dans la machine. Donc là, il faudrait juste le rajouter, et ensuite, ça serait écrit correctement EPFL. Ouais, en fait, il faut quand même s'approprier l'outil quand on est l'utilisateur ou l'utilisatrice, un petit peu comme tout type de software, mais je veux dire, après, ça devient vraiment un compagnon, un assistant de quotidien. Oui, on sait bien tous que l'IA n'est pas parfait à 100%. C'est pour cela qu'on essaye de mettre d'autres modules en dessus de l'IA qui est générale, disons. Et puis, on fait ça, une façon de faire ça, c'est de donner à la machine notre jargon ou notre vocabulaire qu'on utilise. On a vu maintenant qu'on avait UPFL, on pourrait juste mettre ça comme une mistranscription et puis le même erreur ne sera pas faite une deuxième fois. C'est assez facile que ça et généralement dans les entreprises, on a bien vu qu'ils ont un vocabulaire précis. Alors c'est plutôt des acronymes, ACR, APR et tout ça et ça dépend aussi de la façon que la personne prononce ces acronymes. Et c'est pour cela que cette façon est favorable et les clients l'utilisent en fait. Ils voient qu'ils doivent la faire peut-être pour le premier ou la deuxième réunion et puis après ça va être corrigé. Est-ce qu'on pourrait parler des cas d'usage? On a un petit peu abordé sur ce qui marche aujourd'hui, vos clients, etc. Il y a des choses qui nous paraissent assez évidentes dans le milieu de la santé notamment, dans le milieu du droit et peut-être d'autres. Quels sont un peu les cas d'utilisation que vous avez déjà pensé ou d'autres clients si vous avez le droit d'en parler? Tout à fait. Alors, imaginons que la solution soit gratuite. Oui. Les cas d'usage immédiats, ce serait, au-delà du cas d'usage qu'on a déjà discuté, les meetings de haut niveau dans les grandes entreprises. Ça, il y a clairement un appétit pour cette solution dans ce domaine. On a énormément interagi avec des médecins. En 2023, moi j'ai prospecté beaucoup dans les centres médicaux, avec les médecins, disons, de ville, les différents spécialistes. Il y a un besoin immédiat. C'est pas pour rien qu'il y a une concurrence qui est en train de s'installer dans ce domaine. On a Nabla, on a aussi Doctolib en France qui s'est lancé là-dedans. J'ai une histoire assez rigolote avec Doctolib, je pourrais éventuellement raconter, mais en tout cas, il y a une appétence maintenant pour les médecins à utiliser ces technologies pour réduire leur charge administrative. Et je trouve que c'est un super cas d'usage parce que là, on est vraiment extrêmement utile au final. Réduire du temps administratif aux médecins, ça bénéficie à tous. C'est clair. Bon, mais l'hypothèse de base, c'est que la solution soit gratuite. Les médecins veulent payer le minimum pour leur logiciel, ce que je peux comprendre. C'est trop cher pour les médecins actuellement. Dans un cabinet médical mutualisé, par contre, où ils répartissent les coûts, ça peut être tout à fait adapté. Nous, on est tout à fait en mesure, on en parlait tout à l'heure, de déployer des solutions pour les médecins qui sont hébergés dans le cloud, mais c'est pas notre intérêt stratégique de rentrer dans cette compétition-là. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui le font. Donc on va juste attendre de maturer dans le monde de l'entreprise et revenir avec des tarifications plus basses dans la santé prochainement, avec un avantage compétitif sur la technologie elle-même qui sera, j'ai aucun doute, bien meilleure que celle des autres. Parce qu'en plus, on a du vrai jargon dans le milieu de la médecine et un point sur la confidentialité des données qui est central, tout à fait. Prioritaire. Bien sûr. En fait, la spécialité dans laquelle on a eu le plus d'impact dans nos échanges, ça a été en psychiatrie.
Psychiatrie, c'était des conversations extrêmement sensibles. Mm. On va préférer rester sans technologie de transcription automatisée plutôt que d'envoyer dans le cloud. Mais là, on a encore une fois la problématique du prix. Ouais, ok. D'accord. On n'est plutôt pas assez cher pour le monde corporate et plutôt trop cher pour le monde d'indépendant ou de la santé. Maintenant, les autres cas d'usage évidents, la police. Ah ouais, bah oui. Alors la police, évidemment, les interrogatoires de police ou les dépositions de police, vous doutez bien que c'est tout à fait adapté. Bon, on a interagi un petit peu avec les différents organes de police qui ne sont pas tout à fait prêts à passer à ces technologies actuellement, même si je suis sûr qu'il y a des projets en cours. Les avocats. Oui, bien sûr. Les avocats, évidemment, passent beaucoup de temps à échanger avec leurs clients. Donc ça, c'est un marché, on sait qu'il y a un potentiel. On a interagi beaucoup avec les avocats plutôt en 2022. Et ça a été assez dur de les engager dans le projet parce que c'était encore un petit peu immature. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que les avocats eux-mêmes se lancent dans ces technologies. On a plein d'avocats qui deviennent entrepreneurs et qui tentent de créer des applications. Ah d'accord, Ouais, ok. tout à fait. Mais sous ce format-là, il y a une grosse demande actuellement. Je parle beaucoup avec des avocats dans mon cercle privé. Il y a une demande de ces outils qui sont respectueux de la confidentialité. Donc là, il y a encore cette négociation sur le tarif. Et puis, il y a plein d'autres cas d'usage qu'on peut imaginer. Les communes aussi. Les communes, les conseils communaux. On a un pilote actuellement avec une commune dans le canton de Vaud. Merci Naï de me le rappeler. Tout ce qui est administration, on travaille aussi avec l'État de Genève actuellement, où il y a toutes ces réunions qui doivent être sécurisées et centralisées. Et puis on peut penser à beaucoup d'autres cas d'usage, les entretiens sur site, dans des zones où il n'y a pas Internet par exemple. Parce que je rappelle, cette machine n'a pas besoin d'Internet. Et ça, c'est très important de le souligner, c'est vrai. Ouais. Et on peut imaginer les conseils de défense, l'armée. Je fais un appel d'ailleurs à l'armée suisse si vous voulez interagir avec nous. Je pense que c'est tout à fait adapté à du secret défense. Et puis je suis sûr que les gens qui nous regardent ont plein d'idées aussi et on est ravis de les entendre si jamais ils veulent les partager avec nous. Oui, nous vous enverrons vos contacts. Vous pourrez contacter Hugo ou May pour toute question après cette tech démo. Quelles sont un peu les prochaines étapes, les choses que vous voulez ajouter dans la solution? Allez-y. Alors au niveau technologique, les prochaines étapes, on est en train de travailler sur un micro qui est complètement indépendant de cette machine. Okay. Dans cette logique de déploiement on-premises, comme on appelle ça, c'est-à-dire vous avez le serveur qui est hébergé dans le data center de l'entreprise, ça peut être au sous-sol ou dans une salle dédiée, et on va créer des micros réseaux qui vont équiper les différentes salles de réunion. Ce qui veut dire qu'un serveur pourra aller alimenter X salles de réunion, donc ce qui est beaucoup plus pratique au niveau scaling pour les entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, on a un premier prototype qu'on garde pour nous pour l'instant, qu'on présentera le temps venu. Donc ça, c'est au niveau technologique. Évidemment, on explore le nouveau hardware. On est en train de tester des machines. NVIDIA a fait une annonce sur une petite machine au CES qui s'appelle Digit pour l'instant, qui est infiniment plus puissante que celle-ci. Donc on est en négociation avec NVIDIA, puisqu'on fait partie de leur programme pour les startups, pour obtenir une machine pour la tester. Attention NVIDIA, parce qu'ils nous imposent d'utiliser leur logiciel. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on doit réfléchir. Donc ça, c'est au niveau technologique. Au niveau, disons, de notre offre, donc là, on est en entrée sur le marché cette année. Alors, on a finalisé nos phases pilotes qui nous ont permis d'affiner au métier. Et donc maintenant, on est dans cette phase où on va prospecter pour notre phase de croissance. Magnifique. Voilà. Et aussi la version 2 de notre site. Alors, vous avez vu maintenant la version 1. Et comme Hugo avait dit avant, on a bien travaillé sur le moteur ou le cerveau de notre solution. Mais on va avoir un site qui est beaucoup plus esthétique. L'interface. L'interface, oui. Oui. L'interface qui est beaucoup plus user-friendly, disons. Et, oui. Moins ingénieur, c'est ça? Moins ingénieur, beaucoup plus de la côté de l'utilisateur. Et vous avez aussi parlé tout à l'heure de real-time. Est-ce qu'il y a des projets qui vont dans cette direction? Le real-time, en tout cas, la transcription en temps réel est déjà disponible chez nous.
Ok. Elle n'est pas nécessaire pour des réunions, parce qu'en réunion, on n'a pas envie d'avoir le sous-titrage de ce qu'on raconte en temps réel, ça va plus distraire qu'autre chose. Les médecins souhaitent avoir la transcription en temps réel, on a dit que pour l'instant, c'est un marché qui... Alors peut-être juste explique la transcription en temps réel, comment ça se traduit sur une interface? Alors, je parle et j'ai le texte qui s'affiche en temps réel à mesure que je parle. Sans vidéo, c'est un texte qui s'affiche. Oui, ça peut être superposé sur une vidéo et c'est ce qu'on a développé pour un de nos clients. Si on a une vidéo, alors ça peut être superposé comme les YouTube, les sous-titres de YouTube. Mais si on a juste l'audio dans... Ah, puis en meeting, par exemple, en ligne, oui. On pourrait, une personne qui parle le français et un autre l'allemand, pourrait en fait avoir en temps réel une traduction de ce qu'il est en train de dire. Exemple. Ah, incroyable, c'est génial. Ça. Alors, on a justement travaillé sur un projet avec une grande entreprise française, qu'on ne peut pas encore citer parce que le projet n'est pas fini. On leur a fait du sous-titrage automatisé pour les réunions en ligne, embarqué, c'est-à-dire que la transcription se fait sur l'ordinateur de la personne, et les cibles utilisateurs pour ce logiciel sont les gens qui n'entendent pas bien. Donc c'est poussé par les RH en interne d'avoir ce type de solutions qui sont inclusives pour les personnes qui ont un handicap auditif. Et donc on a développé cette solution embarquée de sous-titrage automatisé pour qu'ils puissent suivre en temps réel ce qui est dit dans la réunion. C'est génial, ok. Donc on aura aussi ces problèmes dans les réunions de multilingues en fait. On pourra complètement parler dans notre langue et comprendre les autres dans la langue dans laquelle ils... Enfin, dans notre propre langue, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais... Oui, ça pourrait être un exemple parfait d'utiliser cette transcription en temps réel. Mais je dirais que c'est un peu séparé de ce qu'on propose avec cette solution ClearMind. Ça serait une deuxième solution qu'on peut proposer. Et puis j'avais encore une autre question qui m'est venue à l'esprit sur la proactivité. Aujourd'hui, vous l'avez montré au début, quand on préconditionne la machine d'une certaine manière pour répondre après à ce qu'elle doit faire, ce qu'on lui commande. Est-ce que la machine, dans les prochains développements, pourra être un peu plus proactive et dire, par exemple, durant la réunion, « Ah, attention, vous m'aviez dit que ce point était important. Il me semble que vous n'en avez pas encore parlé durant la réunion. » Est-ce que ça, c'est des choses qui sont demandées, possibles ou... C'est une très bonne suggestion. Moi, j'en avais parlé lors d'une réunion d'équipe, de rendre la machine plus présente dans la pièce. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit quand on le propose à nos clients, on avait proposé un module de vision à l'époque. Pourquoi ? Parce que la vision, on en parlait tout à l'heure justement, permet de comprendre mieux qui est en train de parler dans la pièce et permettrait, via une caméra, de comprendre qui était effectivement présent. Donc, même pour des raisons de conformité, ça pourrait être intéressant. Mais les gens ne veulent pas ça. Pourquoi ? Parce que l'audio, c'est acceptable, mais la vidéo, moins. C'est-à-dire que ça passe pas bien, le fait d'être enregistré visuellement pendant une réunion sensible. Donc, pour revenir à la question de base, rendre l'assistant plus présent, c'est perçu comme un peu une intrusion dans... Donc, on garde ça sur le côté, on a les moyens technologiques de le faire, on a même fait des démos en fait, en interne de prototypes. C'est tout à fait possible de l'intégrer aujourd'hui, hein, c'est pas du tout... Oui, j'avais envie de savoir si on pouvait être un peu plus proactif, et je pense que c'est pas un problème technologique, mais c'est plutôt d'adoption, d'envie, de désir par rapport aux clients. Quoi. Ce serait une sorte de médiateur pour la réunion, je pense que ça serait très profitable, mais je pense que là on franchit encore un pas vers comment je peux formuler ça ? On va questionner la raison même de créer des meetings au final. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on a une IA qui orchestre la réunion, l'étape suivante, c'est au final de ne pas faire les réunions et de laisser des agents IA prendre les décisions. Je pense qu'on fait des réunions aujourd'hui parce qu'on a besoin du contact humain. C'est important de se voir, d'avoir cette dynamique d'entreprise. Et donc, si on met en place ces orchestrateurs ou ces médiateurs de réunion, on va se poser la question, pourquoi on fait ça en fait ? Et on en a besoin de faire des réunions. Vrai. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Juste le nécessaire. Eh bien, on arrive à la fin de cette tech démo. Merci infiniment et bravo encore pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous allez faire. On vous souhaite tout
le meilleur dans le développement de Seasky et de Clearmine. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Pardon, là, je peux même pas faire ma fin tellement c'est... Excusez-moi. Merci de nous avoir suivis durant cette tech démo. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire directement aux équipes de Seasky. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain.